Bruno Le Maire est l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin, l'invité de Sonia Mabrouk. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint pour prolonger la conversation. Bonjour Mathieu. Bonjour. Sonia a terminé son entretien avec Bruno Le Maire sur les questions d'ordre politique, sur la question de la recomposition de la droite. Vous avez une question à adresser au ministre à ce sujet. Oui, dans cet esprit. Alors, votre parcours politique s'est fait d'abord et avant tout à droite avant de rejoindre la présente présidence. Est-ce que vous êtes toujours un homme de droite? Première question. Et si tel est le cas, en quoi la droite peut-elle se reconnaître dans la présidence d'Emmanuel Macron et son projet? Je suis pas sûr de savoir très bien ce que veut dire être de droite ou être de gauche. J'étais élevé dans un milieu où on aimait l'ordre, on allait à la messe le dimanche, on préférait Stendhal à Michel Foucault. Voilà, si vous appelez ça être de droite, peut-être, et puis on cirait ses chaussures le dimanche matin. Peut-être que ça veut dire être de droite, je ne sais pas. Ce que je sais profondément, c'est qu'aujourd'hui, je me sens d'abord français, plus que de droite ou de gauche, et je considère que cette différence droite-gauche obscurcit le jugement, et qu'elle ne permet plus de savoir exactement quels sont les grands choix politiques. Aujourd'hui, pour moi, il y a 3 grands choix politiques sur la table. Il y a celle de la décroissance, le choix de la décroissance, il y a le choix du déclin, et il y a le choix central qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. Et cette répartition des espaces politiques, les 3 espaces politiques que je vois aujourd'hui, la décroissance, le déclin ou le choix central d'Emmanuel Macron, dans le fond, a été posé dès 2017, lorsque les Français ont eu le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais le clivage gauche-droite existe encore néanmoins. Vous sentez-vous encore des points communs avec vos anciens collègues républicains qui aujourd'hui se cherchent un candidat pour 2022? Je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues républicains qui se sentent des points communs avec nous. C'est surtout ça. Mais certains, néanmoins, sont encore en concurrence avec vous. Oui, mais j'en vois qui commencent à se dire, tiens, en fonction de la manière dont le vent tournera en 2022, eh bien nous verrons si nous ne rejoignons pas les rives de ce pouvoir central qu'occupe aujourd'hui Emmanuel Macron. Je pense que tout le monde a conscience que ces 3 espaces politiques très différenciés vont obliger un certain nombre à faire des choix que personnellement j'ai fait dès 2017 et que certains ont fait un peu plus tard et que d'autres feront encore plus tard. Et on va aller au bout de cette recomposition politique, à mon sens, au moment de l'élection présidentielle de 2022. Mais entre vous, finalement, donc entre, appelons ça le camp Macron, appelons ça ainsi, et le camp Zemmour, Le Pen, et peut-être aussi Wauquiez, tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, se reconnaissent dans cet autre camp, il n'y a plus rien? Je pense qu'il n'y a plus d'espace, non? Il peut y avoir des sensibilités au sein du camp central, bien entendu, c'est dans un camp politique et dans un espace politique, puis à chaque fois il y avoir des sensibilités différentes. Il y a des personnes qui viennent effectivement de la gauche, du socialisme, d'autres qui viennent des républicains, d'autres qui viennent des rivages gaullistes, c'est mon cas, et qui se retrouvent dans cet espace central. Et l'espace que vous avez parfaitement décrit, celui qui rassemble Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est ce que j'appelle le camp du déclin, le camp du défaitisme, celui qui ne croit plus dans les forces de la France et qui se dit, dans le fond, laissons tomber, replions-nous sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour? Absolument tout est faux dans ce qu'il dit. Tout. Je suis vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas voir la réalité alors? Mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question, Sonia Mabrouk? Vous pensez que je ne vois pas la réalité? Vous pensez que il n'y a pas de problème de l'école, il n'y a pas de problème dans notre industrie, il n'y a pas de problème je suis par élu rapport à depuis l'immigration? 15 ans. Dans ma circonscription, je vois les Français autant que vous les voyez. Autant que les voit Éric Zemmour, je les rencontre, je vois les problèmes des Français autant que vous. Je suis lucide sur les problèmes migratoires du pays. Je suis lucide sur le fait que l'état de droit n'est pas toujours respecté, que les obligations de quitter le territoire français se transforment parfois en laissez-passer pour rester sur le territoire. Je suis parfaitement lucide sur les inquiétudes des Français, sur qui nous sommes. J'ai dénoncé l'un des premiers, l'islam politique et la gangrène de l'islam politique dans notre pays, comme vous l'avez fait, Sonia Mabrouk. Mais je pense justement que la méthode politique qui consiste à faire amalgame de tout cela, pour au bout du compte jouer sur les peurs des Français et expliquer aux Français qu'il y a aujourd'hui aucun avenir pour eux, que c'est fichu, qu'on va pas y arriver, que les problèmes sont trop importants et que la seule solution au problème migratoire que je viens d'indiquer, c'est de changer les prénoms des enfants français ou de renvoyer tout le monde chez soi. Eh bien, je ne suis d'accord ni avec le diagnostic, qui est exagéré, ni avec la solution,
qui est inopératoire. Mais permettez de vous relancer sur cette question en particulier. Alors, vous avez marqué un désaccord de fond avec, par exemple, Éric Zemmour ces derniers temps, avec des déclarations assez sévères. Mais laissons de côté les condamnations les plus brutales. Sur le constat, comment expliquez-vous le 15% en ce moment, pour peu qu'on croit un peu au sondage, comment expliquez-vous l'espèce de phénomène qui n'est pas que médiatique qui l'entoure? Est-ce que tous les Français qui se projettent en lui, finalement, basculent dans l'idéologie du déclin? Moi, je ne suis pas là pour expliquer Mathieu Bock-Côté. Non. Je suis là pour combattre. Je suis là pour défendre des convictions. Je ne suis pas là, vous faites remarquablement votre travail d'analyste, Sonia Mabrouk aussi, les journalistes aussi, chacun son métier. Vous, c'est d'analyser, de regarder. Moi, c'est de défendre des convictions et c'est de combattre. Je considère que le diagnostic d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen sur la société française est erroné. Et je ne suis pas de ceux qui diront ils posent les bonnes questions, mais ils apportent les mauvaises réponses. Non. Je pense qu'ils ne posent pas de manière honnête et objective les vraies questions. Qu'il faille renforcer notre état de droit et le respect des règles. Oui et 3 fois oui. Qu'il faille mieux contrôler les flux migratoires et s'assurer, comme Gérald Darmanin le fait, que les obligations dont j'ai parlé de quitter le territoire français soient exécutoires. Oui et 3 fois oui. Que nous n'ayons pas fini avec l'islam politique. Mathieu Bock-Côté, j'ai été l'un des premiers responsables politiques. Avec d'autres, je ne suis pas le seul. On était nombreux à le dire, à dénoncer cette gangrène de l'islam politique et à dire que le vrai combat est un combat culturel pour réaffirmer la culture française, la langue française, la suprématie de la règle républicaine et de la loi républicaine sur la loi religieuse. Donc mon rôle n'est pas d'examiner, d'expliquer, de comparer. C'est de défendre des convictions et de combattre celles que je crois mauvaises pour notre pays. Vous défendez des convictions par rapport à d'autres convictions que vous ne partagez pas. Vous présentez des convictions que vous ne partagez pas comme un déclin, un danger pour la France. La question que je me permets de vous reposer, vous me le pardonnerez, c'est que beaucoup de gens manifestement se reconnaissent aujourd'hui en France dans ce discours. Je suppose que vous ne les stigmatisez pas, vous cherchez à comprendre pourquoi tant de Français aujourd'hui se reconnaissent dans ce discours. Et puisque vous voulez le combattre, vous devez l'analyser minimalement pour ça, sinon c'est un combat un peu perdu. Comment comprenez-vous le fait que tant de Français se tournent aujourd'hui vers cette option qui n'est manifestement pas la vôtre? D'abord, je vous redis, pardon d'être un peu insistant... Que vous n'analysez pas. Si, je vais vous faire une analyse si vous le souhaitez. Que je combattrai avec la dernière énergie cette option politique que je crois mauvaise pour le pays. Qui en plus se réclame de l'histoire et qui falsifie l'histoire très souvent. On n'est peut-être pas là pour en parler, mais si certains ont le goût du pétainisme, personnellement, j'ai toujours eu la passion du gaullisme. C'est sans doute ce qui me sépare de tout ce camp que vous venez d'indiquer, qui a des racines historiques. Mais c'est très important. Avec des formules, le combat, est-ce qu'il se porte avec des formules en bandoulière aujourd'hui? Vous dites combattre. Avec quoi on combat? C'est pas uniquement des formules. C'est simplement un choix politique, un choix extrêmement important. Certains ont fait le choix du pétainisme, d'autres font le choix du gaullisme. Je reste attaché au gaullisme. Ensuite, si on prend des explications plus concrètes, mais ces explications idéologiques sont importantes aussi. Nous avons pendant 30 ans laissé filer l'industrie française. Parce qu'on n'a pas eu le courage de faire ce que nous avons fait avec Emmanuel Macron, changer la fiscalité, favoriser la fiscalité du capital. Parce qu'on se disait, c'est pas populaire, donc on va continuer à augmenter la fiscalité sur les entreprises, et tant pis si ça aboutit à la désindustrialisation du pays. La désindustrialisation du pays a provoqué une montée des extrêmes que je vois, puisque je connais le terrain, Sonia Mabrouk, dans ma circonscription. C'est la désindustrialisation. Vous ne voyez pas les mouvements. Je vous ajoute quand même d'autres questions, les questions migratoires, bien éventuellement. Sûr. Mais j'insiste sur le fait que j'ai vu dans ma circonscription, en près de 20 ans, à quel point, lorsqu'une usine ferme, une permanence du Front National ouvre. Donc la désindustrialisation a été perçue légitimement par des millions de nos compatriotes comme un abandon en race campagne, comme l'abandon d'une culture ouvrière et comme l'abandon d'une force de production. En deuxième lieu, nous avons eu des flux migratoires depuis les années 70 massifs, pour des raisons économiques, des flux migratoires que nous avons choisis. Et les Français nous ont dit légitimement, vous allez trop loin. Comment est-ce que vous contrôlez cette immigration? Comment est-ce que vous faites sur le droit d'asile? Comment est-ce que vous assurez que ce droit d'asile, qui est un beau principe républicain, n'est pas détourné de ses fins? C'est une deuxième explication que l'on peut apporter, sur laquelle il est nécessaire d'apporter des réponses. Vous dites l'économie, le déclin industriel ont des incidences et expliquent en partie l'obsession qu'ont certains Français des questions identitaires. Laissez-moi vous... Je vais répondre à votre question. Oui. Je dis juste que je ne me contente pas de cette analyse. Je vous apporte l'analyse industrielle, l'analyse migratoire, et je rajoute la troisième parce qu'elle est essentielle à mes yeux, c'est la manière dont depuis des décennies, même si le combat aujourd'hui est engagé, nous avons laissé l'islam politique
gangrené la société française. J'ajouterais à ça aussi le déclin agricole français. Vous avez vu que la balance commerciale de l'agriculture française est en passe de virer dans le rouge, en négatif d'ici quelques temps. Mais la question que je voudrais vous poser à propos de la réindustrialisation du pays, dont vous faites une priorité à travers ce plan France 2030, les raisons fondamentales de la désindustrialisation, Bruno Le Maire, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui les Français, et d'ailleurs on peut se poser la question si à l'échelle historique ça n'est pas le cas, il n'y a pas une allergie de la France à l'industrie. Les Français veulent-ils encore des usines? Parce qu'ils le disent, mais imaginons que ça se produise, beaucoup n'en voudront pas derrière chez eux, comme c'est le cas actuellement pour les éoliennes, les prisons, mais aussi les centrales nucléaires. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Je ne crois pas du tout que les Français soient allergiques à l'industrie. Ils veulent une industrie qui soit propre, qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit décarbonée. C'est exactement ce que nous essayons de construire. Mais vous touchez là à ce qu'est le cœur de ce que nous sommes, puisqu'il y a une question identitaire. Que sommes-nous, nous Français? Nous sommes une nation qui a toujours construit sa puissance économique sur une agriculture forte, une industrie forte et des services. Ça n'est plus le cas depuis 40 ans, les Français ont vu depuis 3 décennies les services qui sont évidemment essentiels à notre économie, mais prendre le dessus sur tous les autres pans de l'économie. Nous, ce que nous voulons, ce dans quoi nous sommes engagés avec le président de la République, c'est ce rééquilibrage, parce que je pense que nous sommes une nation d'équilibre, dans lequel vous avez de l'industrie, décarbonée, puissante, technologiquement avancée, une agriculture que nous avons massivement soutenue et pour laquelle je me suis battu pendant 3 ans, bec et ongle, parce que j'y crois profondément, et évidemment des services. Et ça refait la boucle avec la question qu'a posée Sonia Mabrouk tout à l'heure. C'est la seule façon d'améliorer le pouvoir d'achat et le niveau de vie des Français. Monsieur le ministre, ça fait presque une demi-heure que nous vous interviewons. Vous n'avez pas prononcé une fois, ça m'interpelle, le mot de souveraineté. J'ai prononcé le mot de nation. Oui, mais pas de souveraineté. Vous parlez de reprendre notre destinée en main. Très étonnant. Peu le mot de souveraineté. J'ai lu une étude extrêmement intéressante, je ne sais pas si c'était Mathieu Bocoté ou d'autres qui l'avaient faite, qui disait que pour les Français, le mot de souveraineté leur rappelait le mot souverain, monarchie et roi. Donc je préfère le mot de nation. Mais est-ce que vous parlez... je suis tout à fait favorable à la souveraineté. Mais quelle souveraineté? Est-ce que vous parlez, c'est important parce que ça va nous permettre de vous définir, de définir votre position. Est-ce que vous parlez de souveraineté européenne ou est-ce que vous trouvez que ce concept est absurde, qu'on ne peut pas parler de souveraineté européenne parce que l'Europe n'est pas une nation? Vous avez un passeport, Sonia Mabrouk. J'en ai même 2. Bon, sur votre passeport, il doit y avoir marqué citoyen français et citoyen européen. Nous avons la double citoyenneté. Française et européenne. Eh bien, nous avmon la double souveraineté. La souveraineté nationale et la souveraineté européenne. Comment peut-elle exister? L'Europe n'est pas une nation, je vais vous donner un exemple très concret qui rappelle l'histoire de l'industrie. Si nous voulons réindustrialiser le pays, on ne va pas reconstruire des usines avec des fumées qui crachent. Il va falloir faire, par exemple, des usines d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert. Il va falloir faire des usines qui vont faire des semi-conducteurs parce qu'il y a des milliers de semi-conducteurs dans une voiture et que si vous n'avez pas de semi-conducteurs, vous n'avez pas d'industrie automobile. Mais chacun de ces investissements coûte des dizaines de milliards d'euros. Est-ce qu'on peut les faire seuls? Non. Est-ce que vous êtes souverain sans semi-conducteurs? Non, parce que vous ne pouvez plus faire fonctionner votre industrie automobile. Donc si vous voulez être souverain comme nation, il faut que vous soyez souverain comme continent européen. Mathieu Bocoté, dernière question. Permettez une question sur la souveraineté, justement. Vous êtes un Européen fervent, je ne crois pas me tromper en disant ça. Mais je suis aussi un fervent défenseur de la nation. Cela va de soi. Mais justement, je vous amène sur ce terrain. Alors, les Français, par exemple, aujourd'hui, au nom de leur souveraineté, de leur identité, défendent leur laïcité avec conviction. En Europe de l'Est, certaines nations, au nom de leur souveraineté, de leur identité, veulent défendre des valeurs qu'on dit sociales plus conservatrices. Est-ce que vous considérez que c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui de dire aux Polonais, aux Hongrois, ou ainsi de suite, quelles valeurs ils doivent adopter? Ou est-ce que chaque nation devrait être libre de ses propres choix de société aujourd'hui? Et chaque nation est évidemment libre au sein de l'Europe de défendre l'organisation de sa société. La laïcité est une singularité française. D'autres pays de l'Est vont avoir un attachement plus fort aux religions. Si vous allez en Bavière, vous aurez le crucifix qui sera dans les écoles. Et ça paraît tout à fait normal en Bavière que les crucifix soient dans les écoles. Et du moment qu'on respecte, évidemment que non. Ça ou non. Le rôle de l'Europe, c'est de respecter l'état de droit. C'est qu'il y ait une justice, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, qu'ils soient séparés, que la justice soit respectée. Et dans ce cadre-là qui nous rassemble, évidemment que les différences culturelles sont possibles et que vous n'avez pas de crucifix dans les écoles publiques françaises, vous en avez en Bavière, en Allemagne. Ce sont des différences qui sont parfaitement respectables et dont l'Europe n'a pas à se préoccuper.
Merci Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. C'était l'invité d'Europe Matin. Merci Sonia Mabrouk et Mathieu Bocoté d'avoir participé à cette conversation. Restez avec